Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux à ce Café des Sciences. Alors, on a le plaisir ce soir d'accueillir Damien Davy, qui est ethnoécologue et anthropologue au CNRS, et pour parler de langage sifflé et d'imitation animale chez les Wayampi. À travers, dans un premier temps, une petite introduction de sa part, et ensuite la projection de 2 courts-métrages, qui sera suivie par une séance d'échanges, questions-réponses, débats et commentaires. Voilà, donc je vais lui laisser présenter le reste de son équipe qui est présente ce soir. Et bonne conférence. Si bien, bonsoir à tous. Hop, voilà. Donc je ne suis pas venu seul. Voilà. Je ne sais pas si vous allez. Donc ça va se passer ici sur l'écran. Hein, on va projeter 2 animés. Donc je suis venu avec Beto Acosta et Tiffany Deschamps, qui sont les artistes qui ont fait avec nous les dessins animés. Julien Meyer, qui est linguiste et bioacousticien, avec qui je travaille depuis plusieurs années chez les Wayampi, justement sur ce thème du langage sifflé, d'imitation des animaux. Et Jérémy Mata, qui travaille au parc amazonien, qui est de Camopi, et qui est spécialiste de sa culture. Donc après, on pourra avoir une série d'échanges sur tout ce que vous avez envie d'aborder. Alors donc, on va ce soir se balader sur l'Oyapock, le fleuve frontière avec le Brésil, sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années, notamment avec les Wayampi. Et on travaille avec Julien sur leur relation à la nature, sur la communication des Wayampi et l'imitation des animaux. Et il y a une spécificité de ce peuple en Guyane. Pour toutes les questions sur le langage sifflé, tout à l'heure, Julien pourra vous en parler amplement. Eh bien, donc, ils ont un mode de communication, une langue véritable, qui est le langage sifflé. Ils sifflent en voyant. Pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être, il y a eu des films, des reportages. Il y en a beaucoup aussi aux Canaries. Mais ça se passe, il y a des langages sifflés dans le monde entier. Et donc, on a la chance, hein, dans la grande diversité culturelle que vous connaissez tous de la Guyane, bien parmi les 6 peuples amérindiens de Guyane, les Wayampi continuent à pratiquer cette langue qui est unique et qui leur permet de communiquer entre eux, beaucoup de situations, mais notamment quand ils vont à la chasse. Donc ce soir, nous allons vous faire voir deux dessins animés. Un premier, donc on va voir un mythe qui a été mis en animé donc, par Beto et puis Tiffany. Le mythe d'origine de la couleur des oiseaux. C'est un mythe qui est très partagé dans toute l'Amazonie, qui explique comment les oiseaux qui hier n'avaient pas de couleur ont pu obtenir leur couleur. Je ne vous dévoile pas plus, vous allez le voir dans le premier dessin animé. Ça permet d'ouvrir nos yeux, nos relations au monde, et de voir qu'il y a d'autres manières de voir la biodiversité, de voir la nature. Et les Wayampi, comme tous les peuples amazoniens, comme tous les peuples amérindiens de Guyane, ont une diversité de mythes et d'histoires extraordinaires qui racontent des relations au monde très différentes souvent de ce qu'on apprend à l'école dans le monde occidental et qui se sont faits de métamorphoses. Et voilà. Donc on va regarder ça dans un premier temps et puis on va enchaîner derrière sur un autre court animé. Donc c'est des animés de 6 minutes à peu près chacun. Hein. Donc il n'y en a pas pour très longtemps pour regarder ça, mais après on va pouvoir discuter. Et donc le deuxième, là, on va accompagner 2 hommes Wayampi à la chasse, voir comment ils peuvent imiter les animaux, communiquer entre eux en Wayampi. Donc ces 2 dessins animés sont intégralement en Wayampi. Ils sont sous-titrés, ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, Jérémy pourra vous expliquer plein de choses si vous avez des questions. Et ce qui est important pour nous, donc on a réalisé ces animés. La semaine dernière, on était à Trois-Sceaux et à Camopi pour les diffuser pour la première fois à tous les Wayampi avec qui on travaille, les enfants, les adultes, les chefs coutumiers. Ces animés ont été faits en étroite collaboration, bien sûr, avec nos amis Wayampi et Jérémy qui a validé tous les aspects linguistiques. Tous les enregistrements que vous allez entendre ont été soit faits par nous-mêmes, par Julien et moi-même, en enregistrant le langage sifflé Wayampi, en enregistrant les ambiances de la nature. Et puis on a aussi valorisé un mythe, donc le premier mythe, qui a été collecté il y a plusieurs décennies par Pierre et Françoise Grenand à Trois-Sceaux, qui sont des anthropologues avec qui on travaille depuis longtemps, et également par Jean-Michel Baudet, qui est un ethnomusicologue, et qui a enregistré aussi les
sons de flûte que vous allez entendre, enfin du moins qui sont des clarinettes hein, en bambou. Donc c'est aussi un moyen pour nos recherches de restituer ce travail au Wayampi. C'est un moyen de participer. On ne va évidemment jamais remplacer la transmission qui peut se faire par les aînés envers les plus jeunes, et qui continue à se faire bon an mal an, malgré tous les affres de la civilisation, comme on dit entre guillemets, hein, et de la scolarisation, etc. Mais qui continue à être quand même active dans certaines familles à Trois-Sauts et à Camopi. Et puis aussi donc pour montrer aux enfants eh bien, que les dessins animés, c'est pas que des dessins animés on peut faire en français, c'est pas que des mangas, c'est pas que on peut faire des dessins animés en Wayampi. On espère et quand on les a diffusés dans les écoles la semaine dernière, pardon. Il y a notamment Karl Mal, qui est instituteur à l'école de Camopi, qui est heureux d'avoir du matériel pour pouvoir aussi discuter avec les enfants et donc utiliser ces animés pour transmettre la culture. Il y a un vrai besoin aujourd'hui en Guyane, je pense, de valoriser ces cultures et de valoriser toutes ces langues qui sont d'une richesse extraordinaire. Pour donner, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Guyane, on entend parler un certain nombre de langues dominantes, et il y a un certain nombre de langues qui sont minorées et qui sont même au sens de l'UNESCO des langues en danger, puisque c'est quelques milliers de locuteurs seulement. Pour le Wayampi, en Guyane, il y a moins de 2000 locuteurs, c'est-à-dire 2000 personnes Wayampi. Hein, même si tous les Wayampi parlent leur langue, si tous les enfants dans leur foyer avec leur papa, leur maman, leurs frères et sœurs parlent Wayampi, ils apprennent le français à l'école, et bien n'empêche cette langue, c'est une langue survivante de siècles de domination. Hein, et aujourd'hui, dans le contexte de la collectivité territoriale de Guyane, du territoire de Guyane, eh bien, ces langues méritent, comme le Wayana, comme le Palikour, comme le Kalinia, comme l'Arawak Lokono ou comme le Teko, les 6 langues amérindiennes, Kalinia, je peux oublier. Donc il y a 6 langues, et ces langues ont besoin de vivre. Elles vivent, évidemment, par les hommes et les femmes qui la pratiquent tous les jours, mais elles ont besoin d'être connues, elles ont besoin d'être écoutées, et elles ont des choses à nous apprendre. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, ensuite on pourra continuer à discuter, et je pense que voilà, et puis donc, évidemment, le dernier but de ces dessins animés, c'est évidemment de faire découvrir ces cultures, ces langues, à tout le monde, au grand public. On a commencé à Trois-Sauts, cette semaine, les collègues, bon j'étais un peu malade là, donc je les ai lâchement donnés, mais ils ont vaillamment été dans les écoles à Kourou notamment, et puis il y a eu une première diffusion au bocal à Kourou, hein, dans un local associatif. Et puis on espère qu'ils vont être diffusés plus largement. Je suis en train de discuter avec Guyane la Première pour que ça puisse diffuser, pour que tous les Guyanais puissent voir ces dessins animés en Wayampi. Et puis on les mettra également sur YouTube pour qu'on puisse aussi voir ce pan inestimable des cultures de l'Amazonie être diffusé et partagé un peu partout. Voilà, j'arrête là. Et donc, alors j'espère que tout le monde va bien voir l'écran, mais il y a des belles images, il y a le son, et après on va discuter. Voilà, bonne projection et partons sur le Yapok d'hier à aujourd'hui.
votre attention. Ben voilà, donc ma part, on voulait partager tout ça avec vous. Donc maintenant, écoutez, alors, on peut ajouter deux petites choses. Donc, le premier, donc c'est, comme je vous l'avais dit, c'est un mythe. Alors, quand on l'a diffusé la semaine dernière à Camopé et Trois Sceaux, un certain nombre de Wayampi nous ont dit: ah, vous avez fait une sélection. En effet, c'est un mythe qui est beaucoup plus long. Hein, donc, ça peut sembler un peu rapide. On va s'asseoir là. Mais donc voilà, c'est une sélection, c'est une sélection, c'est l'essence un peu du mythe de l'origine de la couleur des oiseaux, hein, que vous avez vu avec, qui ont pu se peindre avec la fiente, le caca de l'anaconda. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'Amazonie. L'anaconda comme le maître des couleurs. Il a offert tous les motifs de vannerie au Wayana, pour les Teco également. Il y a une histoire qui le compte aussi. Il y a plein d'autres contes en Amazonie qui racontent cette histoire, de plein de manières différentes. Et puis dans le générique, vous avez peut-être vu, on a mis deux mots et on a vu les oiseaux qui dansaient. Parce que sur l'Oyapock, les toponymies, elles habitent les mythes habitent le territoire. Et toute la toponymie de l'Oyapock en est farcie. Chaque toponyme, derrière, il y a des histoires qui se rapportent à des mythes ou à des histoires plus récentes. Hein, et par la toponymie, il y a quelques années, on avait fait toute une cartographie dans les langues. On avait déjà fait une conférence à Cayenne sur ces thématiques, donc dans les langues Wayampi, Teco et Païkour. Et donc on expliquait comment tous ces noms signifient des choses. Et là, on a vu les oiseaux qui dansaient, puisque la fin de l'histoire, c'est que ces oiseaux dansent pour se féliciter d'avoir tué cet anaconda qui les mangeait et qui leur a offert les couleurs. Mais cet anaconda n'a pas disparu, puisqu'il s'est transformé en arc-en-ciel. D'ailleurs, pour ceux qui ont déjà vu un anaconda, sa peau irisée, sa fiente, elle est aussi irisée. Et donc, on a mis deux noms pour ceux qui connaissent l'Oyapock. Il y a le fameux canari zozo. Hein, en créole, c'est donc la marmite de l'oiseau. En Wayampi, c'est Wola Tuluake, l'ancienne marmite des oiseaux, justement, où il y avait le kachiri, la bière de manioc, qui a été utilisée pour faire cette grande fête après cet épisode mythique. Et puis la saison sèche, quand on passe sur le Yapok, il y a également une zone avec un grand banc de sable, comme une piste d'aviation, au Lapolaitaoe. C'est la piste de danse des oiseaux. Et c'est là que les oiseaux ont dansé. Puis il y a plein d'autres épisodes dans ce mythe. Et puis le deuxième, eh bien là, c'est des choses qui se vivent quasiment tous les jours, toutes les semaines sur le Yapok, c'est-à-dire je rappelle qu'à Camopi, à Trois Sceaux, il n'y a pas de magasin, hein, donc la plupart des foyers vivent encore de la chasse et de la pêche. Bien sûr, il y a des apports salariés, etc. Il y a des aides sociales qui permettent d'acheter l'essence, les fusils, etc. Et puis plein d'autres produits. Mais la chasse et cette relation à la nature structure encore très fortement la société wayampi. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire voir et également illustrer. Quelque chose qui n'est pas évident à expliquer comme ça oralement, le langage sifflé. Vous avez vu, dès qu'il siffle, c'est exactement les mots Wayampi qui sont prononcés avec un certain nombre de techniques diverses et variées. Donc maintenant, écoutez, peut-être qu'il y a des questions et on sera heureux d'y répondre. On sera peut-être pas trop de 5 pour répondre. Voilà, la parole est à micro là-bas. Et à quel moment est-ce qu'un Wayampi va parler ou bien siffler, parce que la parole, ça fonctionne aussi? Je vais te passer la parole à Julien ou à Jérémy. Qui veut commencer? Je vais commencer, puis Jérémy il confirmera. Mais moi, ce que j'ai observé chez les Wayampi, comme à d'autres endroits en forêt, c'est que dans la forêt, la parole sifflée, elle est assez utile pour être aussi se fondre dans les bruits de la nature, puisqu'il y a beaucoup d'autres animaux qui utilisent le sifflement comme mode de communication. Vous l'avez vu avec le toucan, vous l'avez vu aussi avec le tapir, donc il y a des singes aussi qui sifflent.
Donc c'est une manière de rester discret tout en se localisant, ça permet d'aller plus loin, c'est un système de télécommunication naturelle, gratuit et efficace. Oui. Donc c'est en fait juste une manière de faire porter la parole plus loin, puisque on peut l'adapter même en français. Hein. On peut dire où es-tu en sifflant, c'est où es-tu, comme si on chuchotait, mais en allant jusqu'au sifflement. Et il y a beaucoup de populations en forêt dense, en Amazonie. Moi, j'ai travaillé 5 ans au Brésil, au Musée Gritti, et j'ai rencontré beaucoup de populations qui utilisaient cette pratique, euh, donc qui ont choisi ce mode de communication. Mais c'est vrai qu'il est possible aussi de crier pour aller loin. Le problème, c'est que quand on crie, on est plus repérable par les animaux, et puis aussi éventuellement par d'autres groupes. Donc ça peut être utile aussi pour d'autres aspects interhumains, ou même dans le village la nuit ou le matin tôt quand on appelle un compagnon pour aller chasser. Oui, en fait, c'est vrai que depuis à l'âge de 5 ans ou 6 ans, même à l'âge de 3 ans, on a appris à siffler avec nos grands-parents. Euh, Appris à siffler, c'est pour imiter et puis communiquer avec les voisins, soit avec les copains. Et même en partant à la chasse, c'est pareil. C'est c'est plus important parce que le sifflet, c'est comme une communication par téléphone portable, mais chez nous, c'est en sifflant qu'on se communique et puis c'est facilement se repérer dans la forêt et aussi imiter les animaux pour attirer les animaux facilement. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, on arrive à siffler, imiter les oiseaux et même communiquer entre les voisins et les copains. Oui, oui. Enfin, je viens de dire que siffler, c'est plus important chez nous. On apprend à siffler avec nos grands-parents depuis à l'âge de 5 ans ou 6 ans. Même un enfant de 3 ans arrive déjà à siffler. Même à partir de 2 ans et demi, un bébé pas bébé, mais il arrive à siffler. Et à force de partager et transmettre par nos grands-parents, on arrive à siffler, imiter tout ce qui est les oiseaux, et même attirer les gibiers. Et aussi imiter le son des claquements de fruits pour attirer les poissons aussi. Il y a ce son-là. Il existe toujours aujourd'hui, hein, mais là, c'est pas tous qui savent à siffler, mais petit à petit, ça s'améliore. En fait, on apprend. Est-ce que c'est vrai que les oiseaux se colorent comme on a vu dans le film ou pas? Et bien là, c'est une histoire. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, on n'y était pas il y a très longtemps. C'est une histoire. Tu sais, il y a beaucoup d'histoires qui racontent comment ça a pu se passer à une époque, parce qu'on ne sait pas en fait. Et ce que montre ce dessin animé, c'est qu'il y a plein de manières de voir les choses, plein de manières de voir le monde. Et est-ce que c'est vrai? Il faudrait demander aux oiseaux. C'est une très bonne question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre travail et votre présence ce soir. J'aurais deux questions. Est-ce que le langage sifflé est partagé par d'autres populations, notamment en Guyane, ou est-ce qu'on le retrouve que chez les Wayangkais? Et du coup, il y a trois questions. Et du coup, est-ce que il y a des divergences dans la manière de siffler, enfin dans le langage? Et la deuxième question, c'est est-ce que ce langage, il a aussi une pratique dans les chants ou la musique, ou est-ce qu'il est uniquement pour parler ou attirer à l'attention? Merci.
Alors, comme je vous disais, en Amazonie, c'est assez répandu, mais c'est suivant les endroits en perte de vitalité, surtout par exemple les endroits où il y a une forte déforestation. Moi, j'ai travaillé au Rondônia. Dans la même population, il y avait des villages qui étaient en bordure de déforestation où ça se pratiquait pratiquement plus parce que c'est lié à des activités. Ouais, c'est lié à des activités de subsistance en général qui se font en extérieur du village la plupart du temps. Enfin, c'est fortement lié à ces activités-là, comme la chasse. En Guyane, moi je connaissais que le Wayang pisciflé. Depuis, il y a une fois un professeur qui m'a écrit en me disant qu'il avait observé ça chez les Wayana. J'ai pas été vérifié. Ce qu'il y a, c'est que sinon de l'autre côté de la frontière, du côté brésilien, j'ai pu vérifier avec les Wayampis du côté brésilien que eux aussi ils pratiquaient ça avec enfin, on reproduit les variantes de la parole quotidienne. C'est-à-dire que s'il y a des variations dialectales, on va siffler ce qu'on parle, du coup, on va reproduire ces variantes-là. Donc, je ne sais pas si, par exemple, ça existe aussi aux Canaries. Il y a des endroits où on prononce le S final d'un mot et on va aussi le siffler, alors que dans d'autres îles, on ne le fait pas. Donc, c'est des choses comme ça. Vous aviez la dernière question, c'était est-ce que c'est dans la musique aussi? Alors, dans ce cas-là, il y a une différence entre les langues. Quand la langue est tonale, comme ça peut être le cas du chinois par exemple, mais pour les langues amazoniennes, par exemple le gavion du Rondônia où j'ai travaillé, c'est la même chose qui va être sifflée pour la musique et pour dialoguer. Mais quand on est sur une langue comme le Wayampi, et il va me corriger parce que j'ai peut-être pas, je connais peut-être pas tous les détails des pratiques musicales Wayampi, mais moi j'ai observé que pour les dialogues, les gens y sifflaient ce qu'on a vu, c'est-à-dire les voyelles et les consonnes qu'on essaye d'articuler, et il y a une pratique de flûte, une flûte en os, où cette flûte-là, elle sert à imiter des chansons, des paroles des chansons. Et ces paroles des chansons, on flûte plutôt la mélodie de la voix, comme nous quand on chanterait une chanson. Donc c'est pas exactement la même partie, mais c'est très intéressant parce que on voit là une distinction musique-langage directement dans ce qui est sélectionné par le sifflement. Et suivant le type de langue, ça va pas être la même différence musique-langage, donc ça permet de réfléchir à tous ces aspects-là. Mais peut-être que, parce que en discutant avec les gens, en présentant ce film, il y avait des gens qui avaient des nouveaux témoignages qu'on n'avait jamais entendus, donc peut-être que le sifflement tel que là on l'a montré, peut-être que Jérémy l'a observé aussi pour des chants, des poésies, je sais pas. C'est quoi une langue tonale? C'est une langue où la mélodie de la voix, l'exemple le plus classique, c'est le chinois, où si vous dites A ou A, ou ma, ça va pas être le même mot. En français, c'est juste des effets d'interrogation, d'émotion qui provoquent ces changements. Dans les langues tonales, ça provoque des changements de sens ou de conjugaison. Les langues sifflées, en fait, les langues sifflées, moi j'ai connu mon grand-père, lui il chante en sifflant, enfin c'est pas un vrai chant pour danser, pour dans l'événement, mais lorsqu'il se met à travailler, à tresser le tamis, et lui il se met souvent à siffler, il chante, il chante, il chante, il chante, et puis euh, c'est vrai que c'est siffler, c'est en fait dans le chant, dans un événement comme ça c'est utilisé pas, mais surtout lorsqu'on est chez soi, dans la maison, en fait, ça siffle, mais pas vraiment dans les cas d'événements comme ça, non. Et après, bon, des fois, d'après mes grands-parents, hein, c'est eux qui me disent, en sifflant,
Pour apprendre à siffler facilement, il faut aller se mettre au bord de la rivière pour écouter le son des sauts et essayer de bien écouter et puis ça va te donner un mouvement de son qui viendra rentrer dans tes oreilles et c'est comme ça que tu vas apprendre à siffler. Est-ce qu'on différencie le sifflement avec des aides de main ou voire d'autres objets du sifflement simplement bouche ou c'est la même chose? Ouais, il y a différentes techniques, hein. Il y a certains qui sifflent avec les doigts, d'autres dans la bouche comme ça. Ici, on n'a pas mis en évidence d'outils spécifiques, mais par contre, je sais que Julien, tu as travaillé dans d'autres coins du monde et il y a certains endroits où il y a des outils pour siffler. Hein, outre les appos de chasse pour imiter les animaux, ça c'est connu, mais pour le langage sifflé, je passe la parole à Julien, mais il y a des endroits où il y a des outils. À notre connaissance, hein, chez les Wayampi, on fait que avec la bouche, mais chacun peut avoir sa technique. Et puis c'est vrai que siffler avec les doigts, ça permet d'aller plus loin souvent, de faire plus fort niveau volume. Ça dépend aussi, on règle son volume de sifflet, comme la parole normale, en fonction aussi du contexte d'énonciation et en fonction de l'environnement. Non, ouais, c'est exactement ça que j'allais dire. Donc, il y a, effectivement, il y a des endroits où il y a des sifflets qui servent soit à imiter les animaux, soit également qui peuvent servir à articuler la parole en sifflant. C'est un peu comme des aides ou des prothèses, mais, euh, mais moi je ne l'ai pas observé ici. Par contre, il vaut mieux toujours vérifier avec Jérémy. Peut-être que ce qu'il y a, c'est qu'à d'autres endroits dans le monde, en Amazonie, moi j'ai observé l'utilisation de feuilles par exemple. Et souvent, quand on commence à utiliser un outil, comme je vous parlais de la flûte, cet outil peut être utilisé pour aussi souvent pour des aspects musicaux. Donc la feuille chez les gavions du randonnien ou les saurouilles du randonnien avec qui j'ai travaillé, elle servait à la fois à faire les imitations, à faire aussi le sifflement pour aller loin, mais également les chansons parce que ça vibre un peu plus, ça fait comme des vibratos presque naturellement. Donc logiquement, on l'utilise pour les poésies sifflées, où on est très proche du langage, mais on est dans un mode plus poétique où on parle de l'environnement, ça peut être dans les soirées, ça peut être pour draguer, ça peut être pour des choses comme ça. Je vais rajouter un truc. Oui, oui, merci beaucoup pour. Je me posais la question de finalement cette immersion dans le milieu naturel avec des animaux qui s'expriment par le sifflement, par euh, le fait d'utiliser le sifflement, notamment dans le cadre d'une activité de chasse. Est-ce que ça vous amène à être capable plus ou moins de dialoguer avec les oiseaux, par exemple, ou avec d'autres animaux qui sifflent? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous êtes capable d'apprécier ce qu'ils disent, entre guillemets, et éventuellement de leur répondre? Vous parliez de l'imitation du bruit que font certains fruits. Du coup, ça veut dire qu'il y a une communication indirectement avec une espèce, un poisson, que sais-je. Juste, en fait, comment dire ça, hein? Il y a juste des imitations de petits oiseaux. On fait juste cette imitation pour attirer l'oiseau, la mère. Euh, Après, pour tout ce qui est le gibier, c'est pareil, hein. C'est vraiment pas vraiment le. Comment dire ça? C'est plutôt le bébé qu'on imite pour attirer le gibier. Et pour compléter, bon, moi vous avez vu, il y a un moment une scène où le chasseur imite un hoko, et c'est un oslo qui arrive.
Et en fait, ça, c'est des choses où on n'a pas inventé la scène, hein, c'est des choses qui se passent assez régulièrement, où il va y avoir un chasseur qui va imiter un gibier, un oiseau, et puis c'est un prédateur qui, lui aussi, a été leurré, en fait, par l'imitation, et donc qui vient et qui ravit la proie au chasseur. Et ça, d'un point de vue méthodologique, bon, nous, en fin de compte, on a accompagné de nombreuses chasses, on a enregistré et filmé les personnes avec qui on était pour avoir du matériau pour comprendre, en fait. Hein. C'est bien plus intéressant de montrer un dessin animé. Mais c'est une scène qu'on a vécue, c'est-à-dire que vraiment la personne avec qui on était dit ah ouais, alors souvent quand on est en forêt, bon bah, on n'est pas tous derrière, voilà, quand la chasse se passe, on voit pas toutes les scènes, mais là ça s'était vraiment passé. Elle nous a dit bah oui, il y a eu un Oko là et le Malakaya, l'Oslo est arrivé. Donc ça aussi, ça arrive qu'il y a aussi donc du coup le prédateur est aussi leurré par l'imitation du chasseur. Pour répondre à votre question avec un autre angle, je voulais rajouter qu'effectivement, dans les observations qu'on fait des imitations, des fois, on voit des chasseurs qui, par exemple, baissent le volume pour simuler un éloignement qui va faire venir. Ça, c'est quand l'oiseau répond, quand il y a un échange. Donc il y a des techniques acoustiques un peu qui sont pensées. Il y a en fait, encodé dans ces pratiques. Il y a une connaissance du comportement animal et une utilisation de cette connaissance pour rendre la chasse plus efficace. C'est un exemple, mais il y en a d'autres comme les imitations. Des petits pour attirer la mère beaucoup plus rapidement. Ça se fait aussi avec le tapis ou avec des singes. Une autre question, du coup, pour rebondir sur celle de juste avant. Chez les oiseaux, on remarque souvent un phénomène de compétition avec les chants, notamment chez les mâles, qui vont siffler de plus en plus fort s'il y a un mâle qui siffle à proximité. Est-ce que du coup on remarque ça aussi dans le cadre d'un langage sifflé pour imiter cet oiseau? Est-ce que du coup un mâle oiseau dominant va se rapprocher et essayer de siffler plus fort pour marquer son territoire? Alors, ce qu'on a observé, c'est que certains chasseurs, pas tous, mais peut-être ceux qui ont le plus de technique dans l'imitation, des fois utilisent le son de la femelle ou le son du mâle en fonction de celui qui répond. C'est assez subtil, c'est même très subtil, suivant les oiseaux, les différences. Parfois, c'est juste une question de rythme. Et là-dessus, des fois, moi, j'étais perdu même en réécoutant les sons. Donc, il y a des détails comme ça, mais peut-être, Jérémy, toi, tu as des exemples. Au niveau des oiseaux, oui. En fait, il y a par exemple la gamie. On imite la gamie, en fait, le mâle et le femelle aussi. Et après, il y a aussi le, le singe, tout ça. Par exemple, le macaque, on imite le mâle et le femelle. Et le maïpouri aussi, c'est pareil, on imite aussi le mâle et le femelle. Et puis, pas tous, hein, mais il y a certaines qu'on imite, mais pas tous les animaux, en fait. Ma question va justement rebondir sur ça. On peut imiter n'importe quel animal. Est-ce qu'il y a des interdictions, pas tant techniques, mais culturelles sur certains animaux? Est-ce que on doit avoir une certaine maturité pour imiter certains animaux, ou est-ce que certains animaux sont culturellement pas appelables, enfin imitables? Oui, il y a certains animaux qu'on peut imiter, mais on ne peut pas parce qu'il y a derrière, dans la tradition, dans la culture Wanyapi, on dit que on ne peut pas utiliser cette son-là parce que c'est sacré, il y a des esprits derrière, etc. Ça, je ne peux pas vous donner les détails. C'est secret, ça.
plus. Mais, et puis je les connais pas forcément. Mais qu'est-ce que je vais rajouter, il y a des animaux qui sont imités des fois. Euh, alors, je sais pas, parce que on n'a pas fait encore l'enquête complète. Là, c'est un premier retour sur les imitations animales. Mais à d'autres endroits, j'ai observé que des fois, les gens utilisaient les sons de tout petits oiseaux quand ils trouvent un fruit. Et ça fait venir d'autres oiseaux. Donc, c'est des stratégies aussi pour éventuellement pouvoir attirer d'autres espèces qu'on peut pas imiter ou qui sont pas forcément sonores, parce qu'elles sont pas toutes. En Amazonie, elles sont beaucoup sonores, mais il y a des animaux aussi qu'on peut avoir envie de chasser qui sont pas très sonores et qui répondent pas forcément aussi aux appels comme ça. Et les gens, c'était au Brésil, ils les appelaient les caciques de la forêt, parce que quand son appel résonne, même s'il est tout petit, euh, il, il attire les autres, comme s'il gouvernait. Juste au niveau d'un oiseau qui imite tout le son, c'est le cacique, hein, le cul jaune. Euh, le cul jaune, lui, enfin, lorsqu'on le voit, il imite le toucan, la gamine, le perroquet, il imite tout. Et du coup, les anciens, en fait, lorsqu'ils voient un cacique, enfin, cul jaune qui chante bien, puis qui parle bien, ils le tuent. Une fois ils le tuent, ils prennent la langue, ils donnent à manger, enfin, ils nourrissent ses enfants avec. Et après une semaine, 2 semaines après, l'enfant arrive à siffler, il met tous les oiseaux, toutes les espèces. Pour ceux qui connaissent, le cacique cul jaune, c'est celui qui fait ses grands nids, qui pendent un certain nombre de palmiers. Donc le cacique cul jaune est un animal aussi très important dans nombre de mythologies amazoniennes. Pour les palicours, c'est lui qui a appris à faire la vannerie, par exemple, puisque c'est lui qui tresse ses nids. Chez les Wayana, c'est lui qui a appris aux anciens tous les récitals de chant liés aux grandes fêtes Eputop ou Maraké, par exemple. Donc, et on le retrouve pareil, c'est des figures de la forêt qui sont très importantes. Vous voyez, souvent c'est lié au langage, c'est lié vraiment, c'est un animal emblématique, comme disent un certain nombre de, voilà, il parle toutes les langues du monde. Et cette pratique de faire manger aux enfants la langue du cacique jaune, on le retrouve chez beaucoup de peuples amazoniens. Les palicots font la même chose. Alors moi, j'avais plutôt une question par rapport à la pratique du sifflement. Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé aux hommes qui vont plutôt à la chasse ou les femmes aussi, elles pratiquent le sifflement sur certains aspects de la vie quotidienne? Comment dire, en fait, oui, les hommes pratiquent beaucoup au niveau communication, imitation de gibier, etc. Et les femmes aussi, ils ont une manière de siffler aussi, mais ça, comment dire ça, c'est un secret des femmes, ça je peux pas le dire. Ça, c'est un retour. C'est vrai que, comme disait Julien, c'est un travail qu'on mène depuis quelques années, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et quand on l'a diffusé à Trois Sceaux, en effet, certains nous ont dit: ah, mais les femmes aussi savent. Hein. Mais ça, nous, on ne sait pas, parce qu'elles ont leur technique, elles. Donc, en effet, il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de siffler, mais il faudrait qu'on travaille là-dessus si certaines osent partager leur savoir et leur technique, mais c'est quelque chose qui existe. Ce serait juste technique ou sur d'autres utilisations? On ne sait pas. Tu le sais, toi? Comment c'est? On ne sait pas. On va demander s'il y a une femme Wayampie dans la salle qui veut s'exprimer. Mais ce qui est connu dans d'autres endroits, c'est que des fois, dans un couple, il y a même, par exemple, un livre qui est écrit par Pierre Clastre sur les Indiens Guayaki, Pierre Clastre, un anthropologue français qui était bien connu à son époque, et qui raconte que le mari et la femme, quand lui comprenait la langue, parce qu'il avait passé beaucoup de temps avec ces gens-là,
Mais quand il voulait pas qu'ils le comprennent, il parlait en sifflant. Et c'est comme ça qu'il décrit ça dans son bouquin. Il y a des endroits comme au Mexique aussi où ça a été un petit peu décrit que les gens, quand ils veulent pas que les autres les comprennent, parce que quand on siffle, on sait pas trop identifier qui siffle, mais on comprend tout, puisque c'est des sons assez forts et assez publics. Les gens ont des techniques de rajouter des fois des syllabes comme parler en javanais, comme ce qu'on a nous en Europe, ou des choses comme ça. C'est-à-dire ajouter par exemple le ta au milieu de chaque mot et chacun a son code. Donc, moi je supposerais que peut-être c'est ça les codes qu'ont les femmes chez les Wayapi, mais peut-être c'est très différent et plus compliqué. Quand une personne siffle, est-ce que l'autre sait différencier si c'est un animal ou c'est un autre camarade? Comment dire, en fait, moi, par exemple, si moi je siffle pour une amie, mon ami, en fait, va tout de suite comprendre que je communique avec lui. Et si je siffle une autre manière pour attirer, pour imiter l'oiseau, etc., et la personne va comprendre aussi que j'ai imité l'oiseau pour attirer. Après, bon, ben, je sais pas comment vous dire, mais c'est l'habitude, enfin, on se communique souvent comme ça. J'ai une question apparemment pour tout le monde. Puisque on peut, bonsoir tout le monde, si on peut siffler toutes les langues, est-ce que on peut siffler le français? Et est-ce que les enfants s'amusent à siffler le français justement comme un code secret contre les parents? Est-ce que c'est possible ou c'est que leur langue maternelle en sifflant? En ce moment, il y a des jeunes qui sifflent en se communiquant par la langue créole, mais pas en français, c'est en créole. Alors, en effet, toutes les langues sont sifflables. Tout le monde peut siffler. Quelqu'un qui maîtrise très bien le langage sifflé de sa langue. On a fait le test à trois sauts avec des amis qui sifflent le Wayampi, qui sont évidemment aussi francophones. Et pour faire des tests justement acoustiques pour voir au niveau des syllabes, Julien a demandé de siffler une phrase et il l'a sifflé en français directement, bien qu'il n'ait pas la pratique du sifflet français. Donc, et là, on apprend que les jeunes sifflent en créole. Et de toute façon, on peut siffler dans toutes les langues. Du moment qu'on comprend le principe, après c'est la pratique, mais quelqu'un qui a un bon siffleur, il peut siffler dans toutes les langues. Et donc, tu avais enregistré une phrase justement. Et puis de toute façon, là, mais là je vais passer la parole à Julien, le langage sifflé a existé en France. Oui, oui. Bah, dans les Pyrénées, mais c'était du béarnais qui était sifflé. Et aujourd'hui, il y a une association là-bas qui revitalise cette pratique. Donc, c'est même enseigné à l'école maintenant, dans les cours d'une ou deux écoles, hein, au collège ou en primaire, je sais plus. Voilà. Mais par contre, là aussi, c'est dans le cours de béarnais. C'était pour rendre le cours aussi de cette langue qui elle-même est une langue en perte de vitalité et donc en danger, parce qu'il y a taux, un très faible taux de transmission sur là aussi. Mais je peux vous donner un exemple en français parce que je vous en ai donné un tout à l'heure avec où es-tu, et je vais siffler une phrase et vous allez me dire si vous reconnaissez. Une phrase simple. Hein. Donc, où es-tu, c'était où es-tu? Et là, qu'est-ce que c'est que j'ai fait? Voilà. Oh, c'est des sons qui sont. Ça marche bien. Ces sons-là sont assez faciles à reconnaître en sifflement. Et c'est ça le principe. Voilà. Et après, plus on pratique, plus on arrive à reconnaître des phrases complexes. Et bien sûr, deux personnes qui pratiquent beaucoup ensemble arrivent encore mieux à se reconnaître. Parce que c'est de la parole décalée quand même. Est-ce qu'on peut refaire la démo mais avec un micro tendu devant pour les gens du fond?
café de la gare. Ouais, qui veulent s'essayer. Prochaine question en langage, en sifflant. Alors, je suis pas capable de le faire. Du coup, on reconnaît les sons, donc c'est des phonèmes. Du coup, ma question, ce serait, est-ce qu'on considère que c'est deux langues à part, la langue parlée et la langue sifflée, ou c'est la même langue avec deux possibilités? Bah, comme vous l'a dit en fait Jérémy, très simplement, on acquiert la langue en écoutant les autres, c'est la même langue, on acquiert cette pratique en parallèle. Mais c'est vrai que ce qui est un peu surprenant, c'est que ça demande quand on l'apprend sur le tard, ça demande un travail en plus. C'est pas comme écouter quelqu'un crier où là on n'a pas besoin. Quand je sais pas, on apprend l'allemand et on entend un allemand crier, on peut reconnaître, si on parle bien cette langue-là, on peut reconnaître les mots. Mais c'est toujours un peu déformé, c'est un peu plus dur, mais on comprend. Donc une autre comparaison, ce serait la comparaison avec les chants soprano. Les gens qui sont très habitués à aller à l'opéra, à écouter de l'italien ou du français à l'opéra, la parole est très déformée, mais ils y arrivent. Alors que ceux qui ont moins l'habitude ont besoin de lire les sous-titres. Ben là, c'est un peu pareil. Il y a un apprentissage en plus, mais c'est la même. C'est juste une modalité de la parole. Comme le chuchotement est une modalité de la parole. Et pour ceux qui veulent s'essayer à ça dans les semaines qui viennent, ben, il faut juste travailler à chuchoter, puis ensuite souffler le même mot, et puis le siffler. Souffler, chuchoter, c'est l'étape intermédiaire clé pour s'entraîner. Vous venez de parler de modalité de la parole. Du coup, quelle différence entre langage, langue et modalité? Parce qu'à la fin, on ne parle pas de langage sur du chuchoté, enfin dans le langage courant en tout cas. En fait, c'est dur des fois d'avoir des mots pour classer les choses parce que les concepts peuvent être trompeurs. Par exemple, les scientifiques, au début, utilisaient le terme langue sifflée parce que la langue est sifflée. Mais souvent, en écoutant langue sifflée, on a l'impression que c'est une langue en tant que telle. Sachant qu'il y a des endroits où des gens développent des codes sifflés parallèles, comme je sais pas, des codes pour communiquer avec des animaux qui peuvent être très complexes, par exemple les bergers avec leurs chiens. Et là, c'est une langue sifflée parallèle, où ça se rapproche d'un début de langue. Il y a des endroits aussi, en Océanie par exemple, où les gens développent aussi un mode sifflé parallèle, où il peut y avoir un sifflement qui veut dire poisson, un sifflement qui veut dire crabe, et ça imite pas les mots de la parole, les sons de la parole, comme là on imite les voyelles et les consonnes. Juste un sifflement qui veut dire poisson et qui veut dire crabe, et si on combine les deux, on dit poisson et crabe. Donc c'est vrai que la terminologie, quand on a un concept comme ça qui est entre les choses, on essaye de se rattacher à la terminologie qui existe déjà pour faire comprendre, mais on risque toujours d'être entre deux domaines. Parce que vous avez vu déjà, ce phénomène est un petit peu entre la musique et la parole, entre la mélodie et la parole. Donc le définir, c'est pas évident. Mais c'est vrai que modalité, c'est quelque chose qui est utilisé pour le chuchotement, la modalité chuchotée. Moi, j'aime bien dire parole sifflée, parole chuchotée, parole criée. Le problème, c'est qu'après, on dit parole parlée, et là, ça marche plus. J'aurais une question, moi, pour l'équipe créative. En fait, comment vous avez fait pour
forêt amazonienne, parce que c'est quand même pas évident à dessiner, à rendre en termes d'ambiance, etc. On voit dans des animés le chatoiement de la lumière sur les animaux, etc. Est-ce que vous avez participé à des séances de chasse? Est-ce que vous avez une expérience personnelle là-dedans? Voilà, comment vous y êtes pris? Bonsoir. Non, en fait, c'est la première fois qu'on est en Guyane. Et c'est la semaine dernière on est allé à Camampi, à Trois-Sauts aussi. Mais par contre, c'est comme on a travaillé ensemble en équipe avec Julien et Damien. Et c'est plutôt eux qui nous ont commencé à renseigner, à envoyer des références par rapport à l'endroit, à la faune, à la nature. Et c'est avec des bouquins, avec des photos, etc., qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà compilé, que en fait, pour nous nourrir, pour faire notre travail en tout cas. Donc, il a quelque chose que c'est intéressant, que soit après qu'on est allé à Camompi et à Trosso et je peux raconter quelque chose de vraiment simple, mais quand on voit la tortue qui se plonge dans l'eau, ça fait très bien quand on était dans la pirogue, on le voyait comme ça, parce que ça marchait. Ils nous ont expliqué, on n'en a jamais regardé avant, et quand on l'a vu, c'était quelque chose de spécial, quoi. Il y a faire les liens et rapport. Voilà. Tout s'est fait en effet par échange. On les a nourris et eux aidant, ils nous ont nourris de leur imaginaire et c'est vrai que ça a quand même très bien marché ensemble, quoi, je veux dire. C'est vrai que et vous avez pu découvrir la semaine dernière, voilà, que ça correspondait. Alors, au moins pour le deuxième, hein. Le premier, vous avez compris qu'on est dans des mythes, et voilà. Bonsoir. Et du coup, comment vous êtes arrivé sur ce sujet, les réalisateurs du court-métrage? En fait, c'était le sujet de Julien et de Damien qui cherchaient des gens pour réaliser les dessins animés. En gros, c'est pas nous qui avons voulu raconter ça, quoi. Ils ont cherché des gens qui étaient capables de faire les dessins et les animations pour les raconter. Donc, on a suivi, et puis il y aura peut-être encore d'autres sujets, a priori, plein de mythes encore à adapter en dessin animé après nous. Voilà. Et en fait, c'est Julien qui a d'abord contacté Beto parce qu'il le connaissait, et ils ont mis un certain temps à lancer tout ça, quoi, et ensuite on s'est mis à faire ensemble. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que l'idée de rendre graphique des représentations, parce que nous, on a eu l'autorisation de documenter, même en photo et en vidéo, que ce soit la chasse ou les imitations ou la parole sifflée, ça vient du fait que j'ai remarqué ici et puis à d'autres endroits aussi qu'il y avait une réticence à ce qu'on utilise l'image, surtout vidéo, parce que dans le passé, il y a pu avoir des fois des abus, les gens, on les montre trop en vidéo, et du coup, rendre un petit peu plus anonyme la représentation à travers les dessins, c'était une manière de remplir quand même le contrat, de rendre visible la culture Wayampi, tout en respectant cette demande d'anonymat, alors que en même temps les personnes étaient fières de présenter ces pratiques quand nous on les documentait. Donc on a trouvé ce compromis, et c'est vrai que quand on l'a présenté à Trois Sceaux il y a quelques jours, ça a été bien perçu comme ça. Alors que moi, j'aurais été beaucoup plus anxieux, par exemple, de venir présenter des vidéos réelles ici. Les présenter dans les villages, je l'ai déjà fait. Et puis
personne qui a fourni l'information, mais le présenter en public, à l'extérieur de la communauté, c'est plus compliqué. Le côté graphique était très intéressant pour ça. Et c'est comme ça que j'ai contacté Beto la première fois. La toute première fois, c'était une autre graphiste qui m'avait proposé ça parce que je voulais utiliser une photo et entre-temps, la personne est décédée. C'était pas ici, mais chez les Gavions du Randonnien. Et du coup, je pouvais plus utiliser la photo. Parce que dans cette population, quand la personne décède, on n'utilise plus les images. Donc, le journal m'a alloué une graphiste qui a fait les représentations et c'est comme ça que l'idée a germé au début. Voilà. C'est vrai que ça fait quelques années que ça nous trottait dans la tête par rapport aux bits. Hein, moi, je travaille par ailleurs aussi à la collecte de tous ces bits. Et c'est une manière aussi de les transmettre. C'est bien de faire des ouvrages bilingues, mais ce média permet aussi d'aller plus loin et pourquoi pas aussi, comme on l'a dit, de séduire d'autres publics plus jeunes et aussi dans les communautés. Hein, et c'est vrai que le dessin animé du mythe, il marche très bien dans les écoles avec les jeunes et ça motive. Voilà. Donc la preuve, c'est que beaucoup de gens nous ont dit à 3 sous à Camopi, ce serait bien d'en faire d'autres parce que c'est trop court. Et alors donc voilà, on a des projets de continuer à en faire avec les Wayampi, avec les Teco aussi. Je travaille beaucoup avec James Panapui qui est peut-être dans la salle. On a envie aussi de continuer à valoriser ces mythologies et le support du dessin animé est intéressant. Bonsoir. J'ai juste une petite question concernant les corpus. Comment est-il possible de transmettre la langue, vu qu'elle est, comme vous le disiez au tout début, probablement en disparition? Qu'est-ce qu'il est possible de faire au niveau des corpus pour pouvoir les préserver et surtout transmettre cette langue à venir? Alors, elle n'est pas en disparition, puisqu'elle est bien vivante, mais elle est pratiquée par peu de locuteurs. Mais il faut savoir que ça, je ne vais pas avoir des chiffres en tête, mais sur la planète, 80% des langues, elles sont pratiquées par peu de locuteurs. Il y a la plupart il y a des grandes langues communes qui sont pratiquées par des millions, des milliards, des centaines de millions de personnes. Mais voilà. Donc, la langue Wayampi, pour parler que d'elle, elle est vivante aujourd'hui puisque elle est parlée dans les foyers, elle est parlée par tous les Wayampi. Et justement, c'est vrai que, alors, quid de l'avenir? En effet, il y a eu plus de Wayampi vivant en Guyane à une époque. Il y en a eu beaucoup moins aussi, hein, puisque faut bien voir qu'aujourd'hui, à l'échelle de la Guyane, à peu près 15 000 Amérindiens, en 6 communautés. Les Wayampi sont un peu moins de 2000, il y en a à peu près autant au Brésil, mais ils parlent une langue très très proche, mais avec quelques variations. Il y a, dans les années 70, il y avait 200 Wayampi, 250 Wayampi. Donc, c'est une langue qu'on peut trouver qui est en recrudescence, même si elle est encore peu parlée. Par contre, alors, et pareil, là, le problème de la transmission se fait, elle est sûrement fragile, puisque à l'école, on apprend le français. Ça, c'est une bataille d'un certain nombre de leaders amérindiens, de linguistes, de chercheurs et même de gens d'éducation nationale. Je pense notamment à Didier Morel, qui a participé à créer les intervenants en langue maternelle, d'offrir une place plus grande aux langues, puisqu'aujourd'hui, toutes ces langues sont considérées comme des langues régionales, hein, puisque c'est vrai que la France, par son esprit républicain assez jacobin, considère qu'il n'y a qu'une langue en France, hein, c'est le français. Tout le monde doit parler le français. Mais la réalité est bien plus complexe, on le sait, et c'est vrai aussi en France hexagonale, il y a plein de langues minoritaires, et il s'agit de les faire vivre, et donc leur donner une place un peu plus importante dans les écoles. Alors, les ILM y contribuent, c'est sûrement pas suffisant, mais justement, offrir, et puis il commence à avoir pour Camopi des enseignants, Wayampi, qui ont leur diplôme, qui enseignent, alors ils enseignent en français, mais ils ont envie d'avoir des outils pédagogiques
dans leur langue. Et je sais qu'il y a des collègues et des associations à droite à gauche en Guyane qui se battent pour qu'il y ait la place à d'autres langues minoritaires. Mais c'est un combat, c'est clair. Et modestement, ces films participent à offrir des supports nouveaux à ces langues, qui étaient hier et encore aujourd'hui largement orales, hein. C'était des langues qui étaient non écrites, elles sont écrites maintenant par le travail d'un certain nombre de militants dans les communautés, de chercheurs qui collaborent, hein, pour offrir des matériaux. Donc c'est des ouvrages bilingues, c'est des abécédaires, c'est valoriser les mythes justement pour que ces langues vivent. Mais ces langues vivent puisque, par exemple, quand on discute avec des jeunes ou des moins jeunes sur le YAPOC, il y en a beaucoup qui communiquent maintenant à WhatsApp, en Facebook, etc., et qui en texto, en Wayampi, en teco. Donc ça participe à faire vivre ces langues. Mais c'est un combat important, mais à Camopi, à Trois-Sceaux, quand on se promène, enfin partout, tout le monde parle le Wayampi. Ce sont des langues vivantes. Du coup, moi j'avais une question pour revenir sur la suite. S'il y a d'autres mythes qui sont animés, est-ce que vous allez faire appel à des artistes locaux? Parce qu'il y en a notamment à Trois-Sceaux, Camopi. Est-ce que c'est un projet? Oui, bah c'est les discussions qu'on a eues la semaine dernière, les discussions qu'on a avec Jérémy et d'autres. Déjà, l'idée, ce serait que, puisque ça a été apprécié, que déjà les choix des mythes soient proposés par les Wayampi, qu'on puisse. Et puis l'idée aussi, évidemment, ce serait qu'on puisse participer à former, à valoriser des dessinateurs issus de ces communautés. Il y en a, on a des noms, et on sait que les jeunes de Camopi et de Trois-Sceaux, on peut parler que d'eux, hein, il y en a partout ailleurs en Guyane, dessinent super bien et il y a des gens motivés. Donc oui, l'idée c'est de pouvoir valoriser, et pourquoi pas continuer. On a des professionnels à droite, mais pouvoir faire monter en compétences et faire participer des jeunes ou de moins jeunes issus du territoire, on le souhaite ardemment. Oui, mais oui, bien évidemment, éventuellement, je crois que en tant qu'artiste, d'avoir la participation, d'intégrer des gens qui font fait partie du peuple Wayampi, pour nous, ça serait génial. Et c'est surtout qu'on a déjà un peu, quand on était à Trois-Sceaux et Camopi, d'approfondir dans l'idée de les faire. Et je crois que ça va vraiment enrichir éventuellement nos projets. Et de quelque façon, pour les Wayampi aussi, de s'approprier encore plus de leur histoire, en fait. Parce qu'en temps, moi, je suis vénézuélien. Et petit français, donc de quelque façon, et, on est vraiment content d'avoir eu l'opportunité de faire ce projet-là, mais c'est un peu extérieur quand même, même après tous les renseignements qu'on a eu de la part de Julian et de Damien. Mais d'intégrer quelqu'un qui soit vraiment dedans dans la partie artistique, ça peut être vraiment intéressant. D'ailleurs, les Wayampi ne nous ont pas attendus, heureusement. Il y a un jeune qui est en formation, là, tu nous as expliqué, avec le parc amazonien, et qui est en train de dessiner des histoires Wayampi. Il y a un ouvrage qui a été publié avec la collaboration du parc amazonien, avec des mythes Wayampi et Teco, avec la participation active de Jérémy. C'est des enfants des écoles qui ont illustré. C'est un ouvrage que vous pouvez trouver d'ailleurs en vente. Ça se fait aussi sur le Maroni chez les Wayana. Il y a plein d'initiatives et évidemment, de toute façon, il n'y a pas d'exclusivité loin de là. Il y a la place évidemment pour tout le monde et justement, plus les enfants
où les jeunes, ou enfin n'importe quel âge, s'approprieront tous ces médias pour faire vivre leur culture, justement. Hein, moi, par ailleurs, je travaille en ce moment activement avec James Manapuis, là, sur la transcription et la traduction d'un corpus de mythes teco, qu'on va publier. On travaille, on a collecté auprès des anciens, et voilà, on a des projets de les valoriser avec des artistes locaux, voilà. Mais bien sûr. Et donc la personne par exemple qui travaille avec nous pour transcrire les mythes, elle m'a dit l'autre jour, ah tiens, et si je, je, je lisais ces mythes, enfin, je les partagerais sur les réseaux sociaux, j'ai un compte TikTok, qu'est-ce que t'en penses? Je dis génial, allez-y, hein, puisque c'est vrai que maintenant sur Internet, on peut, donc il y a plein de manières de faire. Hein, il y a plein de manières de faire des dessins animés, des dessins, des animations. Il y a même eu, il y a quelques années, je me souviens, j'étais à Camopi à l'époque, sur un programme des collégiens du collège Paul Sweetman de Camopi. Les jeunes, avec leurs enseignants, toute l'année, ils ont fait un court métrage, alors là, filmé, acteurs et compagnie, sur une histoire qu'ils avaient créée eux-mêmes, inspirée de leur vie, et c'est super. Et donc voilà, il y a plein de choses à faire, bien sûr. Justement, pour rebondir sur ça, traditionnellement, dans la culture Wayambi, la part de culture graphique, elle est existante, anecdotique, purement orale. Elle est très riche. Puisque si vous avez remarqué, pour les observateurs, l'anaconda, il était orné de magnifiques motifs de vannerie. Et donc, là encore une fois, quand on parle de couleurs, on parle aussi de dessin, on parle de motifs, de répertoire graphique. Toutes les sociétés amazoniennes et les Wayampi sont un bel exemple, ont un corpus graphique très riche, qui ornait les vanneries, qui orne toujours les vanneries, les poteries, le corps, avec les dessins au génipa, les perleries, beaucoup de gens qui connaissent aussi les perles qui sont, ou les colliers en graines, et des motifs. Chaque motif a des noms. Chaque motif rappelle une histoire pour certains. Et tout ça, ça participe des relations au monde. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, en effet, c'est des sociétés orales pour la parole, mais on pourrait dire qu'il y avait des certains modes enfin, c'est des modes d'expression graphique pour transmettre aussi des choses. Et notamment en tressant les vanneries, eh bien, on tresse des motifs et on en profitait aussi pour raconter des histoires. C'est aussi des supports mémoriels pour transmettre des corpus comme ça. Il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de travaux à droite à gauche en Amazonie qui montrent ça. Ou même certains motifs, certaines vanneries étaient animées. C'est-à-dire que c'était pas juste un coffret, une couleuvre à manioc, un éventail à feu. Hier, dans les mythologies, c'était des animaux qui se sont transformés dans ces objets. Certaines personnes avaient, ou avaient le pouvoir d'animer ces vanneries. Et qu'il y a une histoire Tibio, c'est un peuple du Suriname, qui raconte comment certains chamans pouvaient tresser des motifs et rendre animée la vannerie, qu'elle se transforme en jaguar ou en différents êtres. Donc c'est des choses qui sont vivantes. Voilà. Donc les motifs, oui, non, il y a des corpus très riches. J'ai pu travailler d'ailleurs sur ce sujet il y a quelques années. Il y a un petit ouvrage qui existe, il y a différentes choses qui existent. Mais j'insiste aussi chez les Wayampi, ça continue à vivre. Même si, bien sûr, il y a un certain nombre de savoirs qui disparaissent, même si certains anciens pouvaient connaître, mais c'est quelque chose qui est toujours vivant. Il y a d'autres questions? Oui, là. Merci. Tout à l'heure, vous avez parlé, alors déjà, un truc que j'ai bien aimé, c'est que vous avez parlé de l'impact de la civilisation, sans pouvoir trop la nommer, mais je pense que tout le monde a compris l'image. Vous avez parlé aussi de leaders amérindiens. Aujourd'hui, on est concentré surtout sur les Wayampi. Mais quand vous dites leader amérindien, enfin, c'est une double question du coup.
quand vous dites leaders amérindiens, c'est ceux des Wayampi ou tous les leaders amérindiens. Et est-ce que du coup, il y a des, comme on va dire, ils ont subi les mêmes dommages? Est-ce qu'il y a des projets collectifs entre Amérindiens, où chacun met en avant sa culture, mais qui se fait entre communautés, où il y a quand même ce fait Si on suit l'actualité, on voit que la place que prennent un certain nombre d'associations, un certain nombre de chefs, un certain nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes de différentes cultures amérindiennes sont de plus en plus prégnants en Guyane, et qu'ils ont des choses à dire et qu'ils le disent. Alors c'est vrai que j'ai dit la civilisation, mais la civilisation ça n'existe pas, il y a des civilisations, toutes les sociétés sont des civilisations, mais il y en a qui sont un peu plus violentes et un peu plus dominantes que d'autres. Non, il y a dans toutes ces communautés, Wayampi, Kamiya, alors il y en a qui sont un peu plus connus parce que sur le littoral, parce que voilà, plus accessible médiatiquement, etc. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'expriment et qui se battent depuis longtemps sur plein de sujets. Hein. Alors ça va être du niveau local au niveau régional ou plus large, hein, puisque il y a des associations dans toutes ces communes, dans tous ces villages. Jérémy, tu as une association, enfin il y a plein de gens dans les communautés qui participent, qui travaillent dans les écoles. Jérémy, il participe à transmettre le savoir en intervenant dans les écoles, en organisant des choses au niveau de son village, au niveau des danses, au niveau donc c'est à Trois-Sauts c'est pareil, il y a des associations. On n'entend peut-être pas beaucoup parler parce que c'est vrai que la Guyane c'est bien comme l'Hexagone, hein, c'est très centralisé. On parle beaucoup de ce qui se passe autour de l'île de Cayenne. Et puis après, dès que sont les communes, comme on dit ici, on n'entend plus beaucoup parler. Mais il y a plein de choses qui se passent dans les communes. Hein, il y a des associations, il y a des gens qui se battent alors voilà pour faire valoir leurs droits par rapport à des projets miniers, on en a entendu parler, à différents projets, les problèmes forts comme l'orpaillage clandestin, etc. Donc il y a des gens qui parlent. Aujourd'hui, il y a aussi le Grand Conseil coutumier qui existe, qui permet aussi une certaine expression, une certaine visibilité des paroles des peuples amérindiens de Guyane, hein, puisque dans toute sa diversité, hein, il n'y a pas qu'un peuple amérindien, il y a des peuples amérindiens. Et puis oui, il y a des combats qui sont menés ensemble, je pense aux problématiques de l'orpaillage illégal, etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est sûr, mais voilà, il y a de plus en plus de jeunes hommes et de jeunes femmes, ou de moins jeunes, qui parlent dans les médias, qui interviennent, voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question dans le public ou pas? Oui? Non? Bon, bah très bien. Bah, merci à vous cinq en tout cas. Merci à vous tous. Merci beaucoup et ben, j'en profite pour vous donner le prochain rendez-vous avec la canopée des sciences. Et donc vous savez que prochainement, le 13 avril, on va lancer le satellite JUICE pour aller explorer les lunes de Jupiter, les lunes glacées de Jupiter. Et du coup, du 12 au 25 avril, il va y avoir beaucoup d'animations sur le sujet, et notamment un café des sciences qui sera ici le lundi 17 avril, toujours à 18h. Et sur un autre sujet, on aura Jean-Pierre Triveillot qui va venir au totem de la canopée des sciences pour faire un quartier libre et parler de son art qui est relativement politique et militant. Voilà, bah merci à tous d'être venus ce soir si nombreux.